prend forcément de bonnes résolutions, celles que l'on tiendra et celles que l'on ne tiendra pas. Mais ce qui est motivant au final, c'est que l'an 9 nous offre l'opportunité de pouvoir faire du neuf. Alors pour ce premier épisode 2026 d'Inspirons, je vous propose de laisser derrière nous le backlash écologique qui a marqué 2025 et de débuter l'année sous le signe de l'écologie positive. À contre-courant donc, exactement comme le font les albatros, ces spectaculaires oiseaux marins, pour déjouer la puissance des vents et en faire une force d'élévation et d'orientation dans les airs océaniques. L'albatros, ou une espèce menacée d'extinction, qui fait pourtant preuve d'une incroyable capacité d'adaptation et de résilience pour assurer sa survie. Ici, ce plus grand oiseau du monde s'érigeait comme un modèle à suivre pour nous aider à faire face aux multicrises environnementales, climatiques et autres dans lesquelles nous nous trouvons. C'est ce que nous insuffle dans son ouvrage l'exploratrice scientifique marseillaise Déborah Pardo. Docteur en écologie des populations, spécialiste mondiale de ces gigantesques oiseaux des mers, elle est l'invitée de cet épisode pour faire entendre la voix de la science à impact. On s'envole donc à dos d'albatros, destination 2026, en déployant les ailes de leur comportement inspirant. Vous écoutez Inspirons, le podcast en santé environnementale lié à la qualité de l'air d'Atmosud. Bonjour Déborah Pardo. Bonjour Frédéric. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir pour débuter cette année 2026 sur un souffle optimiste. Vous qui êtes l'une des figures emblématiques de l'écologie positive en France. Vous êtes donc une exploratrice scientifique polaire de la prestigieuse Société des explorateurs français. Vous avez également été élue au top 20 des femmes innovantes en 2017, depuis peu aussi administratrice du Parc national des Calanques, et vous prônez l'écologie comme une science bien avant le côté politique ou militant qu'on a pu lui attribuer au fil du temps. C'est important de repositionner l'écologie dans le domaine de la science. Évidemment, moi je pense que c'est important de manière générale, avant de débattre de quoi que ce soit, de définir les termes. Donc pour moi, mon point de vue scientifique, l'écologie, c'est l'étude des interactions entre les êtres vivants et leur environnement. Mais ce qui est important surtout que je veux transmettre aujourd'hui, c'est que l'écologie, si on le prend simplement comme notre relation à la nature qui nous entoure, il y a deux phases très importantes à distinguer. La première phase qui est la phase de sensibilisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on comprend que le monde change. Et je pense que celle-là, elle est acquise aujourd'hui, même si on n'a pas toutes les informations correctes parce qu'il y a un biais de négativité dans les médias. Et la deuxième phase, c'est comment est-ce que, sachant cela, je passe à l'action. Et c'est sur ça que je me concentre aujourd'hui. Voilà, et c'est notamment sur ce passage à l'action que vous avez défini cette notion de science impact. Donc une façon de dire aussi bien que vous sortez la science des laboratoires, donc à travers notamment un livre-essai, Déployer sa vie comme un albatros aux éditions Gadgetana, et qui est le fruit en fait des observations que vous avez pu mener dans les zones de l'Antarctique et de l'océan austral sur ces majestueux oiseaux que sont les albatros, et que vous emmenez aussi donc au travers de conférences et dans les entreprises, munis de votre boussole des leaders d'envergure, un outil que vous avez pu aussi mettre en place en observant ces albatros. Pourquoi déjà ce choix de sortir des labos, de faire de la science à impact ? Oui, moi j'étais vraiment hyper déter dans ma carrière de scientifique. J'ai toujours fait des stages depuis les premières années de fac à Marseille. Puis je suis partie en Erasmus. Puis j'ai essayé de rentrer dans les masters les plus compétitifs sur le thème de la biodiversité. Puis j'ai fait une thèse dans un super labo en essayant de publier un maximum parce que c'est comme ça qu'on est jugé. Et quand j'ai décroché un postdoc dans mon job de rêve à Cambridge en Angleterre, j'ai failli publier un article dans Nature pour lequel s'est opposé mon directeur de thèse de façon anonyme, donc du labo concurrent. Et là, je me suis dit, attends. Aïe. Déjà, c'est quoi ce système un peu biaisé, même si je dis pas que c'est encore comme ça peut l'être parfois. Et surtout, moi, je faisais des modèles mathématiques pour expliquer l'effet combiné de différentes menaces, donc la pêche industrielle, le changement climatique, la pollution, sur le déclin catastrophique des albatros. Et au final, on le sait déjà pourquoi ils disparaissent depuis 30 ans. Donc, il n'y a pas besoin, à mon sens, de faire d'autres analyses pour comprendre pourquoi et comment ils disparaissent. Non, il faut fermer les robinets à la source, arrêter ces menaces-là. Donc, c'était apparu comme une évidence à cette époque que j'aurais plus d'impact en tant que scientifique avec mes compétences dans le monde économique que rester enfermé dans des laboratoires. C'est comme ça que je me suis renommée scientifique à impact, parce que mon job aujourd'hui, en tant que scientifique, c'est d'explorer le monde, de transmettre sa complexité, mais souvent les autres scientifiques, ils le font en nous culpabilisant, en nous annonçant des catastrophes,
Et il s'arrête là. Voilà, donc chez vous, il y a quand même la nécessité de vouloir apporter des messages un peu positifs au travers de tous les messages négatifs sur le climat, enfin qui développent quelque part une sorte d'éco-anxiété aussi. C'est ça, parce que je vous parlais des 2 phases de l'écologie tout à l'heure. Pour la prise de conscience, cette phase hyper factuelle, culpabilisante, anxiogène, elle était nécessaire pour que la majorité de la population soit consciente de la gravité de la situation. Et c'est grave, je dis pas que c'est pas grave, c'est vraiment très grave la 6e extinction de masse qui est en cours. Par contre, pour donner maintenant l'envie d'agir, l'élan, ma posture à moi, c'est de donner de l'espoir et de donner des outils. Et 3e différence, je trouve, qui me caractérise, c'est de faire des ponts entre des mondes qui d'habitude ne se parlent pas. Donc, dans ces outils, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la fameuse boussole des leaders d'envergure qui est pour moi l'outil ultime avec 20 blocages et 20 solutions qui sont la chose qu'il faut qu'on apporte aux gens pour qu'ils se rendent compte qu'en réalité, tout est là. C'est juste l'envie qui va faire la différence. La volonté de s'en saisir aussi. En fait, à travers votre ouvrage et même au travers de cette boussole des leaders d'envergure, vous dressez vraiment des parallélismes entre l'espèce albatros et l'espèce humaine. Et surtout, vous soulignez que certains de leurs comportements peuvent vraiment être des modèles d'adaptation et de résilience à suivre dans cette grande parenthèse qui s'est ouverte, qui est celle de la transition écologique et énergétique. C'est quoi, en fait, ces capacités d'adaptation et de résilience que vous avez pu observer? Au départ, dans ma carrière scientifique, j'étais spécialiste des albatros et on riait en disant mais c'est quoi ce métier? Et puis après, quand j'ai transitionné, que je suis devenue moi-même chef d'entreprise en créant le mouvement Earthship Sisters, qui est aujourd'hui fermé, et en devenant conférencière dans les entreprises, dans les collectivités, auprès des leaders, des décisionnaires aujourd'hui, ils m'ont dit mais attends, dis-nous en plus sur les albatros. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'ils avaient envie de savoir et qu'à travers le regard des albatros, je pouvais un peu décentrer le sujet et permettre d'inspirer beaucoup plus fortement, de créer plein d'émotions qui permettent d'ancrer les messages et de donner envie d'agir. Donc, déjà, je voulais vous donner quelques informations sur ces oiseaux. Allez, on y va. C'est les plus grands oiseaux du monde. Ils font 3,70 m d'envergure. Quand j'étends mes bras, je fais 1,60 m, c'est plus du double de ça. Ouais, c'est impressionnant. Ils peuvent vivre jusqu'à 75 ans. Donc, en fait, ils ont une démographie très proche de la nôtre, avec une première reproduction autour de 15 ans, un poussin tous les 2 ans, une fidélité à leur lieu de naissance et à leur partenaire à vie, plus une partage des tâches à 50%. Donc, on pourrait dire vraiment, c'est comme les couples monogames qu'on essaye plus ou moins de tenir toute notre vie. Et puis ensuite, ce qui m'avait frappé, c'est que les poètes qui sont descendus dans ces zones-là, au sud, tout autour de l'Antarctique, là où il y a les 22 espèces d'albatros qui vivent, plus ou moins, ils ont laissé des poèmes qui montrent à quel point ces oiseaux les ont passionnés, les ont fascinés. Et le dernier point, c'est qu'au niveau scientifique, c'est à la fois l'espèce sauvage la mieux étudiée au monde, pour l'albatros à sourcil noir, par exemple, ou le grand albatros, et la famille d'oiseaux la plus en danger d'extinction au monde. Donc, il y a plein de parallèles à faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette grande famille d'albatros, en fait, il y a 22 espèces et que, grosso modo, il y en aurait 18 sur les 22 qui sont en menace d'extinction. Exactement. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que la 6e crise d'extinction de la biodiversité qui est en cours, elle est beaucoup plus rapide que les 5 précédentes. La précédente qui a fait disparaître les dinosaures. Elle serait 100 fois plus rapide. Ce qui veut dire que les espèces qui vivent longtemps vont avoir une capacité d'adaptation plus faible, comme les albatros et comme nous. Mais en quoi justement c'est des modèles d'adaptation et de résilience? Alors justement, parce que là où eux, ils sont adaptés à vivre dans les plus grandes tempêtes du monde, nous, métaphoriquement, on subit plein de tempêtes aujourd'hui. Tempêtes géopolitiques, économiques, sanitaires, écologiques. Et je trouve qu'on a à apprendre de leur grâce. Parce que eux, quand ils volent dans les tempêtes, déjà pour se jeter dans le vide au départ, quand ils ont que quelques mois, ils ont beaucoup de courage et ils font confiance à leur envergure. Donc moi, j'incite aujourd'hui les gens à déployer pleinement leur talent pour avoir confiance en cette envergure. Ensuite, les albatros, ils ont un système de blocage des ailes en vol. Ils ne consomment aucune énergie quand ils volent. Et donc, ils doivent être pleinement alignés pour être efficaces. Un autre indicateur, c'est quand les albatros, parce qu'ils sont pleinement alignés, ils vont voler à contre-vent. À contre-courant. Alors que ça peut être des vents qui sont très très forts. À contre-courant, et ça leur permet de prendre de la hauteur sans effort dans les tempêtes. Et c'est là-haut qu'ils vont utiliser à la fois leur sens, mais aussi leur intuition pour choisir le bon cap, le cap qui est juste. On va peut-être revenir sur le b.a.-ba. C'est quoi aujourd'hui qui menace ces animaux, ces oiseaux majestueux d'extinction?
C'est là que c'est un modèle extraordinaire aussi. Donc, vous connaissez sûrement le rapport du GIEC, que j'évoquais implicitement tout à l'heure. Il existe la même chose pour la biodiversité, qui est pour moi la menace de base, celle qui est encore plus importante que les travaux du GIEC. Et pour ça, il y a les travaux de l'IPBES. Qui est le GIEC de la biodiversité. Exactement, le consortium scientifique biodiversité et services écosystémiques. Donc eux, ils ont recensé 5 causes d'extinction de la biodiversité aujourd'hui qui génèrent cette 6e crise d'extinction de masse dont je parlais. La pollution. Et la pollution aujourd'hui, vous avez peut-être vu ces images d'albatros qui sont remplies de plastique avec les poussins qui meurent étouffés sur les nids. Deuxièmement, l'introduction d'espèces invasives. Avec la mondialisation, on transfère énormément d'espèces d'un point A à un point B. Beaucoup d'espèces qui sont invisibles. Et chez les albatros, typiquement, c'est des rats ou des souris qui les mangent vivantes sur les îles à l'autre bout du monde. Et on les a introduits involontairement avec les premiers explorateurs. C'est une catastrophe. Le 3e, c'est le changement climatique, qui est juste une des 5 causes d'extinction de la biodiversité. Il y a une tendance moyenne à l'augmentation des températures, mais c'est surtout les événements extrêmes, froids ou chauds, qui peuvent tuer tous les poussins d'une colonie d'albatros. Le 4e, c'est la dégradation des habitats. Là, elle se fait par de l'érosion intense sur les îles où ils ont été des ingénieurs des écosystèmes depuis des milliers d'années, millions d'années même, où ils ramènent le guano qui permet au sol de se former, à la végétation de pousser. Et nous, pour chasser le phoque, il y a 200 ans, on a amené des lapins pour pouvoir se nourrir quand on arrivait sur place. Et les lapins, ils ont défoncé le sol en faisant des terriers ou en mangeant la végétation. Et donc, dans les 40e rugissants, tout le sol s'en va. Et la 5e, qui est la plus grave au final, c'est que les albatros ont appris à suivre les bateaux. Et dans ces zones, c'est essentiellement des bateaux de pêche qui vont rejeter beaucoup de nourriture et ils vont être capturés accidentellement à la place des poissons. Et ça, c'est des morts inutiles et c'est de l'ordre de 100 000 albatros par an. Ah oui, quand même. Dans les zones où on ne respecte pas les mesures de protection des albatros, qui marchent très bien dans les zones économiques exclusives autour de l'Antarctique ou dans les terres australes françaises, mais qui ne sont pas appliquées en haute mer. Donc ça marche pas. Vous avez cité en premier lieu la cause de la pollution et bien sûr il y a la pollution de l'air qui en fait partie via la circulation atmosphérique et océanique, puisque via les dépôts atmosphériques on a des retombées de polluants dans l'eau de mer, oxyde d'azote, dioxyde de soufre, métaux lourds, particules fines, polluants organiques persistants tels que les pesticides, que tous ces polluants contaminent le plancton qui remonte dans la chaîne alimentaire, qui contamine donc les poissons dont se nourrissent les oiseaux marins, mais aussi les organismes humains qu'on est, et qu'on sait que les activités qui polluent l'air dans les mers et les océans, c'est le transport maritime qui recourt aux énergies fossiles et qui participe au réchauffement des océans, qui modifie les courants océaniques, les zones de nourrissage, ce qui peut impacter bien sûr la reproduction de ces oiseaux et nuire à la survie des poussins, tout en créant aussi un stress écologique qui est bien réel. Est-ce qu'on peut dire, Déborah, que les oiseaux marins sont comme des sentinelles de l'océan? Carrément, et merci d'avoir refait le point sur tout ça. Les albatros notamment, on retrouve dans leurs plumes, dans leur sang, du mercure, du DDT, des PCB, tout est là. Donc oui, pour moi, c'est encore plus d'être une sentinelle, ça c'est ce qu'on dit depuis une dizaine d'années. Moi, je pense qu'ils sont le précurseur de ce qui va nous arriver à nous, alors qu'ils sont à l'autre bout de la planète et nous, on est en plein dedans. Il y a tout un tas de réflexions poétiques qu'on peut faire qui enrichissent l'information scientifique autour de ça. Et en même temps, ce que je veux vous donner comme message d'espoir, c'est que les albatros, ça fait des millions d'années qu'ils existent. Et bien qu'ils paraissent très vulnérables et qu'ils soient la famille d'oiseaux la plus en danger aujourd'hui, ils ont des comportements qui émergent qu'on n'avait pas vu venir. Comme par exemple des reproductions beaucoup plus tôt, des reproductions qui se font de façon annuelle, des migrations qui se font alors qu'ils étaient fidèles à leur site et finalement ils vont s'installer à un autre endroit. Une sélection naturelle qui a été faite au final dans la pêche. La plupart des individus qui ont été tués seraient les individus qui étaient le plus à risque d'être tués. Et aujourd'hui, les individus restants s'approcheraient moins des bateaux. Donc on a tout un tas d'indicateurs assez difficiles à sentir qui nous laissent penser qu'il y a des mécanismes d'adaptation insoupçonnés face à ça. Et je pense que nous aussi, on en a. Mais on ne peut pas baser tous ces espoirs sur la technologie. On ne peut pas baser tous ces espoirs sur l'éducation. Il faut qu'on fasse une multitude de pistes. Et c'est justement ça que j'explore sur la boussole. On a 4 grands points cardinaux avec 20 caps à explorer et chacun les explore à sa façon pour trouver ceux qui lui correspondent le plus, vu l'urgence. En tant que scientifique, vous nous dites que les solutions existent, non seulement pour sauvegarder l'espèce et répondre aux enjeux de transition. Ce serait quoi, Déborah Pardo, ces solutions ?
Alors, je me suis un peu creusé la tête depuis 10 ans, en étant scientifique au départ, mais en devenant aussi experte en leadership de la transition depuis, auprès de beaucoup, beaucoup, beaucoup de chefs d'entreprise. Et je me rends compte que tout est là. C'est justement ça que j'ai mis dans la boussole. Je vous donne quelques exemples. Un des blocages qu'il y a sur la boussole, c'est notre négativité. Elle est accentuée par le modèle économique du média qui veut du clic et donc qui fait peur. Et en même temps, si on prend le contraire, on se dit, mais attends, au final, c'est notre cerveau qui accentue la négativité pour notre survie en monde naturel. Mais sachant cela, on peut se baser plutôt sur la factfulness, c'est-à-dire le fait de se sentir mieux en ayant les faits réels de l'état du monde. Et grâce à Internet, tout est là. Deuxième exemple, je fais souvent un quiz dans mes conférences où je pose 5 questions et les gens croient qu'ils font tout juste. Et en fait, ils font tout faux. J'ai assisté à une conférence où effectivement, et moi je suis tombée dans le panneau. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ces questions qui étaient dans les quiz ? Bien sûr, sur ces 100 dernières années, comment a évolué le nombre de décès humains par catastrophe naturelle ? Est-ce que ça a doublé ? Est-ce que c'est stable ou est-ce que ça a diminué de moitié ? Tout le monde répond ça a doublé. Et la bonne réponse, c'est que ça a diminué de moitié. Et là, ça me permet d'introduire le biais de négativité dont je viens de vous parler, mais aussi un autre biais encore plus important, l'ultra-crépidarianisme. Qui est le fait qu'on croit qu'on sait alors qu'on ne sait pas. Et ça, c'est quelque chose de très important à débloquer pour pouvoir apporter les connaissances correctes en tant que scientifique. Je peux donner encore des exemples ? Oui, bien sûr, encore un, allez, juste pour le plaisir. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'on souffre d'une sorte d'éco-ignorance. Autre blocage, 3e des 20 blocages que je présente. Alors qu'en réalité, cette éco-ignorance, c'est une éco-indifférence. Donc, on se fout un peu de ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire le test. Vous demandez aux enfants qu'est-ce que c'est cette plante. Ils savent pas. Et ça, c'est quelque chose à corriger. Parce que la nature, c'est ce qui nous permet de vivre. Un autre biais, c'est la grande difficulté de se projeter dans un avenir qui n'est pas catastrophique. Si vous réfléchissez à la plupart des récits futuristes qui nous entourent, la science-fiction, les films, les livres ou même les discours, il n'y a pas grand-chose qui donne envie de construire le futur. Alors qu'en réalité, c'est tout le mouvement des nouveaux récits portés par Cyril Dion, Marion Cotillard, la CEC. La Convention des entreprises pour le climat. Comment est-ce qu'on fait pour imaginer l'avenir de façon positive ? Parce que si on se rend compte qu'on est acteur de celui-là, on aura envie de le faire. Et en plus, ça rend heureux. On se rend compte qu'une des causes sources de notre bonheur, c'est de contribuer à un monde meilleur. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Tout est là. En plus, ça nous fait du bien. Ça recrée du lien entre les gens et ça résout les problèmes qui sont à la base de tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il n'y a aucune raison de s'en priver. Et la force du mental, en fait, c'est vrai, c'est de checker ce biais mental, de passer des discours catastrophiques à des choses plus positives. J'ai adoré cette citation de Baudelaire que vous avez souvent mise en avant sur les albatros. Et je vous propose qu'on termine cet épisode sur cette belle citation. Dans le poème, l'albatros de Baudelaire, il termine son couplet par « Ses ailes de géant l'empêchent de marcher ». Et moi, je crois sincèrement que nos cerveaux de géants nous empêchent de changer, alors qu'on a tout à fait la plasticité pour le faire. Donc à nous de prendre cette décision, de changer, comme les albatros. Et ça pourrait être une bonne résolution pour cette année 2026 qui débute. En tout cas, merci beaucoup Déborah Pardo d'avoir accepté de débuter cette nouvelle année avec nous et d'avoir partagé vos récits inspirants et grandement positifs. Bon vol à vous. Et si vous avez aimé cet épisode d'Inspirons, n'hésitez pas à lui laisser un commentaire, de jolies étoiles en guise d'évaluation et à le partager autour de vous pour que l'information en santé environnementale liée à la qualité de l'air puisse circuler auprès du plus grand nombre. Vous pouvez aussi le recevoir tous les mois directement dans votre boîte mail ou en vous inscrivant à la newsletter Inspirons via le lien laissé dans le descriptif de cet épisode. On se retrouve le mois prochain autour d'un nouveau thème. D'ici là, je vous souhaite de débuter l'année en déployant pleinement vos ailes et de vous laisser porter par des vents positifs. Prenez soin de vous.